Je prends un mot, je le quitte. À voix basse, il est là bien avant de le voir. Puis, tout disparaît. Je voudrais des mots qui cessent d'être justes, des mots impossibles qui se dérobent. Mais tous les mots nomment. À les écouter, on prend naissance. Ainsi commence le jeu vers l'envers des choses. Le poids de chaque mot au bout des doigts, d'être seulement en silence. Y aurait-il des derniers mots? Des mots qui auront oublié de vivre? Les mots nous invitent à les quitter. Le blanc préserve le bleu. Avec des mots, les choses arrivent avant de prendre congé. Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, bienvenue à cette nouvelle émission de Les Paroles Restent. Cette émission qui permet aux écrits de mes invités de s'envoler. En revanche, vous avez entendu Michel Côté, mon invité d'aujourd'hui, Michel Côté, qui est auteur de plus de 25 titres, Michel, quand même, dont certains titres ont été primés, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Donc, on a l'autre Chine qui a remporté le prix Loto-Québec. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, je suis là. On a L'Intranquille Gravité, si je ne m'abuse, qui a remporté le prix Le Droit. Et il faut aussi préciser ce très beau livre que tu as apporté d'ailleurs, Depuis tout a grandi, qui a été primé par la Société des écrivains francophones d'Amérique, oui, par le prix Le Droit là aussi, n'est-ce pas? Et par la ville de Gatineau. Hey. Donc, Michel Côté, tu es dans l'Outaouais depuis très longtemps. Cela étant dit, tu as étudié à Paris, tu as enseigné la philosophie. Et j'ai entendu, moi, ça vient pas de toi, ça vient pas de ton entourage, j'ai entendu que tu étais trop jovial pour Paris et qu'on t'en a expulsé. Donc, c'est un peu la rumeur qui court. Fausse rumeur, d'ailleurs. Fausse rumeur, d'ailleurs. Comment ça va? Ça va bien, oui. Michel, je veux préciser aussi que tu es un activiste à ta façon, hyper pacifiquement, je le sais. Je te remercie pour le travail d'arrache-pied que tu accomplis annuellement au sein du Conseil du Salon du Livre de l'Outaouais. Eh bien, c'est... T'es bénévole ou tu ne l'es pas. Exactement, t'es bénévole ou tu ne l'es pas. Très bien. Michel, c'est fort simple, cette émission. Ça se déroule en 3 segments. Des segments que je t'ai à peu près décrits, mais bon, on peut les décrire avec une certaine limite seulement parce qu'il y a une part de hasard. Sans plus tarder, parle, on tourne. Là où s'arrêtera l'aiguille, c'est une discipline et tu dois nous décrire dans quelle mesure cette discipline t'influence ou t'inspire. Oh non, la flore. Oui, c'est important, la flore. Oui, c'est important. La flore, c'est avec des feuilles, avec de la végétation. D'abord, on fait du papier. Et bon, ça m'amène tout de suite à parler du Japon, parce qu'au Japon, on fait du papier avec les feuilles de riz. Alors, c'est assez... c'est là-dessus que, par exemple, tu vois, je peux dessiner sur du papier de riz. Et c'était pas prévu, je tiens à le préciser, c'était pas prévu. Michel a quand même apporté le travail qu'il accomplit à partir du japonais aussi. Et en partant, tu peux nous le décrire. Parce que ce que j'aime dans l'écriture, c'est finalement, avec une plume, de pouvoir, tu vois, changer la forme, la place dans la page et de voir aussi qu'il y a les petits filaments aussi du papier qui restent et puis de pouvoir mettre de la couleur. Moi, je tiens ça tout doucement. Toi, tu l'empoignes, tiens. Donc, j'ai l'impression que c'est tout délicat, non? Je me trompe? Oui, ça l'est. Okay. Mais il reste que... Moi, je fais partie des gens qui disent que le papier, c'est pas nécessaire de le mettre sous verre. Je veux dire, ça a une vie. Et puis, écoute, il jaunira s'il y a à jaunir. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, ce que je trouvais ça un peu bizarre des fois, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, non, au Musée d'art contemporain, il y a des restaurateurs qui en voulaient à Borduas d'avoir peint avec une mauvaise qualité de peinture. Il était à Paris, puis il n'y avait pas d'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il prenait ce qu'il y avait. Les moyens du bord. Les moyens du bord. Et ça jaunira si ça a à jaunir. De toute façon, le dernier tableau sera rouge. Oui. Hein? D'ailleurs, l'extrait que tu nous as présenté est tiré. N'est-ce pas? Du dernier tableau. Et puis, tu sais, quand on parle de la flore, à un moment donné, j'ai trouvé, il y a un auteur, est-ce que c'est dans lui, un auteur, c'est Warner, qui s'appelle The Nomenclature of Color. Et lui, ce qu'il a voulu faire, et moi, ça m'a ravi, c'est pour ça que j'en ai fait quelques traductions dans ce livre, il voulait, en fait, se servir de la couleur des plantes, de la couleur des roches, pour pouvoir décrire et statuer de la valeur d'une couleur. Tu nous parles de couleurs, Michel. Je te connais bien et nous ne te connaissons pas tous à ce point. Tu es aussi un artiste visuel et un artiste visuel qui est d'ailleurs, dont l'œuvre est très répandue et qui, ma foi, a très belle réputation. Bien, je t'en remercie. Est-ce que la flore a une incidence aussi sur ta production artistique visuelle?
Ben, oui, en termes de forme que les choses peuvent avoir. Par exemple, il y a des formes en fait coniques comme ça, ou en fait doubles, et que j'utilise parfois pour dessiner. Mais tu vois, je sais pas, je pense que, regarde des dessins comme ça, qui sont des formes de calligraphie. Souvent, quand on regarde la flore de loin, je veux dire, on a des taches de couleur. Et c'est ces taches-là qui m'intéressent. C'est peut-être pas tellement de décrire, enfin, je ne suis pas un botaniste, de décrire la feuille comme elle est ou la couleur comme elle est, mais de voir qu'il y a des taches de couleur. C'est un petit peu comme quand on écrit, tu vois. Moi, on ne peut pas deviner ce qui est là. Mais il reste que il y a quelque chose qui se passe, un peu comme les foins qui se promènent, tu vois. Et moi, j'ai toujours pensé que les arbres, surtout à l'automne, c'est le plaisir que j'ai avec l'automne et pendant l'hiver, c'est que les arbres perdent leurs fleurs et finalement, c'est plein de petits rameaux. Et moi, je dis que ces rameaux, c'est des lettres. Nos lettres sont dans les arbres. Tu calligraphies comme le vent, finalement. Ben oui, voyez. Écoute, Michel Côté, c'est à peu près unique. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à autre que ça. On tombe sur Flore et tu nous tiens à aller en parlant des feuilles. On n'a même pas abordé les fleurs. Imagine-toi, c'est phénoménal. De toute beauté, tu ne cesses de m'étonner. Michel Côté, ton corps est un écrin. Ah ah ah! Et je dévoile l'écrin en question, que voici, que les téléspectateurs connaissent, mais bon, je te présente à toi. Il y a 3 rangées de tiroirs, comme tu le vois. La première rangée, ce sont les tiroirs de l'esprit, de la tête, de la raison. Vas-y donc tout de suite avec ça. Attention, monsieur, on va quand même décrire ce à quoi consistent les 2 autres rangées. La rangée du centre, ce sont les tiroirs des sens, la perception sensorielle. Les tiroirs du bas, ce sont les tiroirs du cœur, donc de la dimension affective qu'est la tienne. Est-ce que tu maintiens? Je maintiens le deuxième. Le deuxième, OK. Et lequel des tiroirs, Michel? Il y a une voiture en jeu? Oui. ou le voyage à Toronto. Ou le voyage à Toronto? Dans les MNO. Voici. Michel Côté, quel est ton talent le mieux caché? L'impatience. Oh, est-ce que tu peux l'écrire plus avant? Non, c'est assez rare qu'on puisse dire ça. Oui. Non, c'est que je trouve qu'il y a quelques années, j'ai rencontré une amie et puis elle a dit, moi, j'ai décidé de ne plus tolérer n'importe quoi. Donc, je me donne le droit d'être intolérant. Et pendant très longtemps, j'étais un peu gentil. Trop gentil. Et moi qui croyais que tu l'étais toujours. Oui, mais tu vois, il y a quelque chose que je cache. La capacité de dire non, ça ne marche pas. Et j'ai commencé tranquillement Absolument. à le dire. Et on te voit à plusieurs égards, notamment, tu es directeur artistique et littéraire aux éditions Neige Galerie. Donc, superbe boîte. Hein? Avec ton aide, mon cher. On en parlera autrement et ailleurs. Mais bon, qui a pour mandat la production d'œuvres qui soient hybrides ou du moins qui soient transdisciplinaires. Et bien, pour être directeur et président, il faut dire non. Hein? Il faut dire non, absolument. Ouais. Ça prend le coup près. Prochain tiroir, Michel? Vas-y donc avec le tiroir du haut. Le tiroir du haut et celui-ci. ABC, oui. Celui-ci ABC. Donc, tiroir de l'esprit, de la raison. Oh! Enrubanné, s'il vous plaît. Michel Côté, selon toi, quel est l'enjeu social le plus crucial à l'heure actuelle? La répartition des biens. Enfin, je pense que les gens ont le droit à une vie décente. Et ce que je trouve le plus effrayant présentement, enfin, je regardais juste avant-hier, on dit qu'aux États-Unis, Trump se vante que, en fait, le pays s'enrichit, mais pas la classe moyenne ni la classe ouvrière, ça s'appauvrit ou ça maintient. C'est seulement... Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je déteste absolument. Et même ici, dans notre pays, je trouve que finalement... c'est juste des mots et les gens oublient de poser le geste. Et donc, tu sembles nous dire qu'il y a comme un écran plutôt chez nous que de l'autre côté de la frontière. Tu sais, je te dirais, moi, je rétorque. Là. Ouais. Au moins, Trump, lui, il l'avoue. Bon, il y a moins d'hypocrisie. Est-ce qu'on est dans cette veine-là? J'ai l'impression qu'on fait semblant. Okay. On fait beaucoup semblant. Par exemple, dans la campagne électorale qui commence au Québec, on va faire des promesses. Mais finalement, ça ne marchera pas parce qu'en quelque part, il y a toujours des pouvoirs, il y a des privilèges de ceux qui ont une place de pouvoir.
cet apanage-là. Donc, Ouais. tu nous dis que c'est peine perdue, en tout cas, à l'heure actuelle. Non, mais il faut garder confiance. C'est-à-dire que s'il y a plein de choses que je fais, je sais pas, j'habite dans un village, puis quand les gens disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met l'argent sur. Chez nous c'est une route de terre. Est-ce qu'on met l'argent sur l'asphalte ou est-ce qu'on met l'argent sur un centre communautaire? Bien, c'est clair pour moi, tu mets sur un centre communautaire. Oui. Non, le centre communautaire. Tu me fais dire n'importe quoi. Mais on joue à la marelle sur l'asphalte, non pas sur les murs des centres communautaires, Michel? Non, mais il y a des planchers dans les centres communautaires. Absolument. Prochain tiroir. Bon, vas-y donc pour les XZ. C'est intéressant, ça, en bas, là. YZ? Les YZ, pardon. Parfait. Ah oui, parce que X, c'est l'autre avant. Parfait. Tiroir du cœur. Ah, Michel Côté, je suis content. Quelle est ta conception de l'amour? Ah, c'est beau, ça, comme question. Je ne sais pas si c'est une conception, mais c'est un état de vie. Et je trouve que l'amour, ça se rencontre, mais surtout, ça s'entretient, et parce que ça s'entretient, ça se place dans une sorte de plénitude. En fait, il ne faut pas faire exprès pour aimer, ça c'est plate. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, j'allais dire, c'est comme un piano, c'est comme un violon, il faut que tu accordes. Il faut que les cordes soient bien tendues, soient prêtes à recevoir un message ou ce qui va arriver. Et si tu n'es pas prêt, ben, je veux dire, ça va sonner faux. Tu peux toujours dire à quelqu'un, oh, je t'aime, et tu dis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Et tu parles de cordes et, bon, tu parles d'instruments. Tu es aussi, bon, tu fais partie d'une chorale. Je ne veux pas dire que tu es choriste, je ne veux pas non plus dire que tu es vocaliste. Tu fais partie d'une chorale. Et ça aussi, il y a tout un épanouissement auquel tu parviens, là. Oui, une chorale, puis maintenant aussi un peu sextuor, un petit ensemble de flûte à bec. Donc, tu es musicien aussi? Je cherche un peu à l'être parce que autour de moi, il y a des gens quand même qui sont vraiment musiciens. Il ne faut pas que je dise que je suis musicien, j'apprends. Wow! Wow! Donc, multidisciplinaire. Puis à un moment donné, est-ce que ça devient transdisciplinaire, tout ça? Les arts visuels, la musique, le chant et l'écriture? Oui, ben, tu vois, hier, j'écoutais en balado-diffusion un texte qui avait été fait avec une auteure qui s'appelle Céline de Guise, et je lui disais, je viens de découvrir en écoutant que toi, les livres que tu fais gagneraient à être sonores, à être entendus, plutôt que d'être lus. Et je me dis, tiens, avec la nouvelle technologie, ça peut être intéressant, fabriquer des livres que l'on entend visuellement, que l'on voit. Quand je dis entend visuellement, ça me fait penser à une phrase des Chinois. Ils disent à un moment donné, c'est avec les yeux qu'on entend et avec les oreilles que l'on voit. Je pense que ça donne la sensation qu'il y a quelque chose d'intercommunication entre les différents sens chez l'être humain. Cette synesthésie-là. Et peux-tu me répéter le nom de la dame en question? C'est Céline? De Guise. Céline de Guise, j'ai vérifié. Sublime. Bon. Écoute, un tout dernier tiroir rapidement, Michel. Hey, ça va bien, ça va bien. Ben écoute, on y va avec DEF. Très rapidement, Michel. Quelle est l'idée la plus géniale que tu aies eue, mais qui ne s'est pas concrétisée, Michel? Au diable! L'idée la plus géniale qui ne s'est pas concrétisée. Je pense que j'aurais aimé ça que certains de mes enfants soient différents dans la vie qu'ils mènent présentement. Mais c'est pas ma tâche de faire en sorte que ça soit autrement que ce qu'ils ont déjà choisi. Il faut croire que quand on conçoit aussi, c'est au-delà de l'idée. Donc, il y a un imaginaire, oui, je présume qu'on espère, on imagine un tant soit peu, ce qui est mieux, mais selon soi. Mais parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu souhaiterais, puis ça ne marche pas trop. En fait, par exemple, j'ai rencontré il y a un certain temps un maître de calligraphie au Japon avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années. Mais j'aurais aimé ça poursuivre, mais je veux dire, ça n'a pas fonctionné parce qu'il est décédé. Alors, donc, tu vois, c'est comme... Je pense que si j'avais pu poursuivre avec lui, j'aurais aimé ça parce qu'il serait passé des choses que j'ignore encore. Et j'aime beaucoup ça, moi, les chemins que l'on ne connaît pas. Avancer, enfin, tu sais, le chemin, c'est tout de suite ailleurs. C'est où, ce chemin-là? C'est pas celui que tu prends, c'est celui qui est à côté que tu vas prendre plus tard. J'en ai un pour nous, un chemin, là, OK? Et on poursuit, mais on poursuit après la pause. Donc, on prend le chemin de la pub. Tu restes avec nous? Je reste. Sublime. Éric Charlebois en compagnie de Michel Côté. Revenez-nous après la pause.
retour à Les Paroles restent. Éric Charlebois en compagnie de Michel Côté. Michel, c'est l'étape du 10 heures de Belle Aventure. Et ça, c'est toi, ça, aujourd'hui, le 10 heures de Belle Aventure. Il y a 54 cartes. Évidemment, ben, je les brasse et tu vois avec quelle dextérité sublime. Oui, je remarque. Voici. Et très bientôt, je les étale. Chacune des cartes correspond à une question. Question à laquelle tu dois répondre si tu tires la carte. Et je pose la question, donc tu me l'attends. C'est le 8 de trèfle, effectivement. Michel Côté, que penses-tu de la littérature traduite? Ça me plaît. OK? Ça me plaît dans la mesure même où finalement le traducteur se permet d'inventer quelque chose. J'avais un professeur à l'Université de Montréal qui s'appelle Jacques Brault, puis lui, il avait tenté de traduire, puis le titre de son livre, c'est « Non traduire ». Il dit, de la même façon que le poète a écrit quelque chose, le traducteur, c'est aussi un auteur. Et là-dessus, je trouve que c'est assez... Madeleine Stratford serait d'ailleurs d'accord avec ça. Absolument. Et il y en a un très beau, c'est dans le livre de Virginia Woolf, The Waves. Il y a un traducteur français dont j'ai oublié vite le nom. C'est vraiment du mot à mot. Puis Marguerite Yourcenar, elle a fait une traduction des vagues. C'est absolument extraordinaire. Et c'est à partir de cette traduction-là qu'on est allé, en fait, que je suis allé faire un voyage avec ma conjointe, en fait, en Cornouailles, à Saint-Ives, près du chemin de Virginia Woolf. Mais tu vois, la traduction, je trouve que c'est intéressant, mais pas quand c'est pas style Google. Hein, okay? Non, absolument. Je pense que c'est important, c'est de voir que le traducteur, peu importe le style, bien sûr qu'il y a des gens qui vont rouspéter, ils vont dire, mais oui, mais si on est dans l'aviation, il faut peut-être pouvoir être assez précis. On ne dit pas, ben là, vous partez, puis quand vous arriverez, ben là, non, c'est clair que... Mais dans la littérature traduite, je pense que c'est un cadeau quand le traducteur nous place ailleurs. Mais on peut peut-être préciser aussi, il y a une distinction entre le lexique et la syntaxe. Quand on parle de mot à mot, donc on accepte que certains mots aient un sens très précis et que il y a carrément une traduction pour ce mot-là. Mais dans l'ordre des mots, est-ce que c'est un peu ce qu'on entend par le mot à mot, comme tu le désignes? Oui, en fait, on est trop proche du texte. Parce que ce qui est embêtant, c'est quand on pense à une langue, puis qu'on passe à l'autre langue, c'est la syntaxe d'une langue n'est pas la même. Alors, si on garde la même syntaxe pour traduire, je pense qu'on se trompe, un peu comme en japonais, ou même en chinois. À un moment donné, si on traduit mal, on fait beaucoup d'erreurs. Comme j'avais suivi un cours en sinologie à l'Université de Montréal. Ah, ben tiens! C'est drôle, hein? Ouais. Et puis, le premier cours, le prof, il dit si vous ne parlez pas chinois, en fait, ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin d'être ici. Alors, je regarde le voisin, parce que là, qu'on s'est inscrit, qu'est-ce qu'on fait? Mais il voulait nous faire comprendre que finalement, les mots, quand les Jésuites ont tenté de traduire le Tao Te Ching, le Tao Te Ching, à un moment donné, ils ont traduit le mot Tao par le mot vérité. Mais en chinois, Dao veut dire le chemin. Et le prof disait, Dao, là, c'est le chemin que tu prends quand tu sors de chez vous pour aller au dépanneur ou aller prendre l'autobus. C'est aussi simple que ça. Alors, le chemin que tu prends dans la vie n'est jamais le même chemin et les mots, pour le nommer, ne sont jamais les mêmes mots. On nous avait habitués à une autre traduction. Et ça, je trouve que c'est ça. Des fois, il y a des erreurs de traduction quand on ne respecte pas, en fait, l'esprit dans lequel le texte original a été écrit. Sublime, sublime. Oh. Oh, oui, allez-y. Vas-y, Michel. Une autre. Une autre, c'est le 10 de carreau. Oh, tiens. Michel Côté, préfères-tu écrire de la perspective d'une femme ou au contraire de la perspective d'un homme? Parfois, je cherche les deux. Ça ne règle pas le problème. Hein? Oui, mais c'est pas du tout un non, problème. C'est qu'il y a des façons d'être qui sont, en fait, j'allais dire, plus directes, puis il y a des façons d'être qui sont, en fait, comme sur une corde sensible. Et je dirais, je pense que c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est que finalement, l'être humain, en fait, si tu penses à Jung, c'est à la fois masculin, féminin. Et à un moment donné, je veux dire, on a tellement eu peur. Fais juste prendre une chose assez simple. L'autre jour, après un cours de yoga, j'embrasse une personne, une femme, puis après ça, le gars qui est à côté, il dit, moi, embrasse-moi pas. C'est pas nécessaire. Je dis, as-tu un problème? Alors, bien sûr que c'était une boutade, mais il reste que, en fait, juste le contact physique que les hommes ont ensemble, en fait, si la sensibilité féminine n'est pas développée, je veux dire, ça fait un contact un peu plus rigide. Absolument. Et
Écoute, je le sais, je le confirme. Oui, on se donne la collade, on se donne la caresse absolument quand on se voit. Oui, mais ça, je pense que c'est important, ça. Absolument. Parce que l'être humain est plein de sensibilité. Hein. Mais Ouais. si tu l'enlèves, je veux dire, on s'assèche. Hein. Et il ne faut pas stigmatiser ça en se disant que cette sensibilité-là appartient exclusivement à un des sexes. Oui, effectivement. Bon. Là, je continue, là? Vas-y. Eh, bon. Puis, j'ai pas le droit de regarder. Hein. Bon, tu peux. Bon. Le 5 de carreau. Oh, Michel Côté! Après l'air, la terre, l'eau et le feu, quel serait le 5e élément? J'allais dire, c'est ce qu'on pourrait trouver dans l'étendue. Parce que un jour, j'ai découvert que, en fait, l'espace-temps, qui fait, on dit, voilà, l'heure, puis demain, ou hier, puis c'est assez limité, c'est inventé. D'ailleurs, Larry Tremblay disait une chose que je trouve très belle. Il dit, l'éternité a toujours existé, c'est le temps qu'on a inventé. Et ça, je trouve ça très beau. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'autre élément, c'est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Je ne sais pas comment on va le nommer, mais est-ce que c'est... Peut-être que Basho, qui est un poète japonais, a écrit un petit livre qui a été traduit par Nicolas Bouvier, et il a traduit « Le chemin étroit vers le nord profond ». Le nord profond, c'est ce chemin que tu cherches et qui est peut-être la 5e dimension. Non, et c'est pas nécessairement l'infini. Donc, c'est tout simplement ce qui est à l'extérieur de. À l'extérieur de. Très bien. Fort intéressant. Si tu veux que ce soit l'infini, on fait. Bien, de toute façon, on n'a pas le mot, comme tu le dis. On n'a pas le mot parce que l'infini, tu sais, c'est quand on dit la Terre a été créée, on dit, oh non, c'est religieux. Scientifiquement, il y a eu un Big Bang. Mais le Big Bang, c'est la même chose que la création. C'est-à-dire qu'il y a eu un début. Oui. Alors, on est embêté parce qu'on n'est pas capable de penser autrement que début-fin. On est conditionné. Oui, je continue. Oui, vas-y, vas-y. Ça va bien, ça va bien. L'as de trèfle. Oh! J'ai hâte d'entendre ça. Quel est le livre, Michel Côté, que tu as le plus honte d'avoir lu et peut-être d'avoir aimé? Et pourquoi? C'est très embêtant. Règle générale, quand je les aime pas, je les finis pas. OK, OK. Dès que je commence un livre, j'en ai plusieurs. Alors, je dis, bon, ça y est, je ne suis pas capable de lire ça, ça marche pas. Alors, il y en a un certain nombre qui ont comme ça, mais je ne me souviens pas de titre en particulier. OK. C'est-à-dire que quand, avant de l'acheter, je regarde, mais quand c'est un cadeau qui a été donné, comme là, en fait, j'ai reçu un cadeau d'une personne, c'est un livre par une romancière française, c'est du bavardage, ça n'en finit plus de jacasser. Il raconte n'importe quoi. Alors là, je ne suis pas capable. Il y a des livres que... Il y a des maisons d'édition, mais je ne veux pas les en nommer. Il y a des maisons d'édition où on recherche effectivement le livre le plus compliqué, les situations les plus compliquées possibles. Mais rendez donc ça simple. Il me semble que c'est... Tu sais quoi, un livre, moi, que je trouve simple au maximum, qui m'a le plus bouleversé, c'est Barico, Soir. S-O-I-A. C'est tout... Moi, d'abord, les livres qui sont comme ça, ça m'énerve un petit peu. Je trouve que c'est trop long. Il y en a juste un que j'ai réussi à lire comme ça, ça s'appelle Rouge Brésil. Puis là, j'ai dit, chapitre, 2 chapitres. On m'a suggéré, continue donc, le 3e chapitre, tu vas embarquer. Mais tu sais, quand ça prend 3 chapitres pour embarquer, je trouve que c'est un peu long. C'est comme un film, tu sais, qui finit pas de commencer. Est-ce qu'il y a un classique, peut-être, que tu as eu à lire? Donc, tu étais dans l'obligation de le lire, peut-être pour des raisons pédagogiques, ou peu importe, et que tu commençais avec beaucoup d'appréhension, selon ce qu'on en disait, peut-être point de vue médiatique, ou peut-être point de vue de tes collègues de classe, et que finalement, tu as aimé? Bien, je trouve que ce que j'ai aimé, j'ai appris à découvrir Larry Tremblay. Oh. Ça m'a plu beaucoup. Mais je pense que je n'aime autant pas parler de ceux que j'ai moins aimés. Je pense que c'est important. Parfait. Encore? Vas-y. Oui, encore. Ben oui. Juste pour voir la carte. Ben oui. Le temps est une invention de l'humain, certes, mais nous sommes humains. Donc ici aussi, le temps, on est à sa merci. Le 2 de cœur. Michel, quel est le proverbe en lequel tu crois le plus? Quel était ton visage avant la naissance de tes parents?
c'est une phrase, en fait, zen. C'est une espèce de phrase essentielle, comme par exemple, tu connais le bruit de deux mains qui se frappent, quel est le bruit d'une seule main? Ce que j'aime dans ces proverbes-là, c'est que ça nous déstabilise. Et je pense que c'est ça un peu l'existence. Tout à l'heure, on parlait de l'amour. Toutes les situations qui nous fixent, je pense que c'est des situations qui ne permettent pas d'avancer. Mais une situation, en fait, qui te déstabilise, tu es obligé de te replacer. Tu sais, c'est comme dans le yoga, en fait, de se mettre sur une jambe, puis comme ça, puis il faut que tu fixes quelque chose au-delà de toi pour que tu sois capable de tenir debout. Alors, je pense que c'est un peu ça. Là. Sublime. Sublime. Hey, ça va bien, Michel. Ça va bien. On y va. Les cartes t'appellent. Le 6 de trèfle. Ah, tiens. Es-tu joueur de cartes, Michel, premièrement? Non. Du tout? Non. De temps en temps, à Noël, quand les enfants viennent à la maison, ils me disent « Ah, on peut jouer aux cartes. » mais... Puis quel est le jeu à ce moment-là? Oh, ils font jouer au Roméo 500. OK. Je dis, on peut-tu jouer à 52 ramasses? Bon, OK. On est obligé de se souhaiter l'au revoir. Michel Côté. Salut, mon cher. Quel plaisir. C'est toujours un plaisir. Lectrices, lecteurs, littéraires, littérales et littéraux, revenez-nous très bientôt pour un prochain épisode de Les Paroles Restent. Ici Éric Charlebois qui vous souhaite une belle fin de journée.